23 juillet 2024. C'est le jour où j'ai acheté cette Lamborghini Urus accidentée aux enchères pour ma copine Anna. Tu l'aimes bien? Je l'aime bien. Tu finis de la Super. réparer quand? Les dégâts étaient tellement importants qu'on a dû démonter le moteur. Regardez ça! Remplacer les pieds du châssis. Réparer le moteur. Mauvaise nouvelle. Sans aucune expérience sur ce type de voiture. Et la dernière fois, on a réussi à faire rouler cette voiture. Et la conduire. Mais dans cette vidéo, on doit finir tout ça pour de bon. Ok, tout fonctionne et roule maintenant. La suspension est installée, les roues sont en place et la voiture roule vraiment. Donc, on va commencer par l'intérieur. On a un airbag à changer ici et 2 airbags de chaque côté. Bon, commençons par ces airbags rideaux. Et on verra ensuite. Finissons l'intérieur. Pour accéder aux airbags rideaux, je dois d'abord retirer cette garniture de montant. Une fois que j'ai retiré ça, je peux accéder au boulon qui fixe une partie de l'airbag rideau au châssis de la voiture. Et maintenant, place à ces clips horribles. La meilleure technique que j'ai trouvée, c'est d'utiliser 2 petits tournevis. On les enfonce dans le clip et on les serre bien. Ouais! Pendant que je faisais ce côté, mon père s'occupait de l'autre. Coucou! Pour voir le reste des clips, on dirait qu'on va devoir enlever la garniture du toit. C'est fait! Une fois que j'ai baissé la garniture du toit, je peux maintenant accéder à tous les clips qui fixent les airbags rideaux à la voiture, en utilisant la même technique avec le tournevis pour les retirer. Une fois les clips retirés, je peux déconnecter le connecteur électrique qui va vers la partie explosive de l'airbag rideau, puis le dévisser de la voiture. Voici à quoi ressemble l'ancien, et voici le nouveau. Il est temps d'installer le nouveau. Il se remet en place et se visse au châssis de la voiture. Le connecteur électrique se clipse à nouveau, puis les clips se remettent littéralement à l'endroit où on les a retirés. Ensuite, on remet le revêtement du toit en place. La plupart est maintenu par des clips. Il ne nous reste plus qu'un dernier airbag à remplacer. On a réinstallé la garniture du toit ainsi que 2 airbags. On a laissé les garnitures des montants, car il va falloir enlever le pare-brise de toute façon. Et le rétroviseur ici va devoir être enlevé de toute façon. Ensuite, c'est cet airbag qui, si c'est comme là-bas, devrait être constitué de 2 petits éléments qu'on enfonce. Première étape, déconnecter la batterie. Je la déconnecte. Ça va prendre un moment, il suffit de les enfoncer là-dedans. Ouais! On a enlevé un airbag. Allons chercher un nouveau. Voici le nouveau, de chez Eurospares. Un grand merci à Eurospares, qui propose bien sûr des pièces Lamborghini d'origine. Et ce qui est cool, c'est que tout est fourni avec les connexions électriques et tout le reste à l'arrière. Parce que quand l'airbag explose, ça chauffe tellement que ça fait fondre les connexions à l'intérieur. Donc, il faut les remplacer. Mais le bon côté, c'est qu'on les a. On le relie comme ça. Ok, une fois que c'est en place, c'est bon. Nous y voilà. 3, 2, 1. Et voilà, tous les airbags sont installés. Mais avant de passer à l'extérieur de la voiture, je voudrais scanner les codes d'erreur pour m'assurer qu'on les a bien installés. Et je vois aussi que les ceintures de sécurité arrière sont complètement bloquées. Et même si les ceintures de sécurité avant ne sont pas bloquées, elles pourraient quand même signaler un code d'erreur, ce qui pourrait allumer le voyant de l'airbag sur le tableau de bord. Le tendeur de ceinture de sécurité du conducteur est... cassé. Côté passager arrière, cassé. Côté passager avant, cassé. Je pense que c'est exactement la même chose que la Rolls-Royce, mais cette fois-ci, c'est pire. La bonne nouvelle, c'est que ça, c'est pas cassé et que ceux-là ne sont pas cassés non plus. Donc même si les ceintures de sécurité avant ne sont pas bloquées, elles ont quand même déclenché un code d'erreur. Et l'allumeur a dû se déclencher pour bloquer les ceintures de sécurité lors de l'accident. Et la seule façon de réparer ces défauts sur les ceintures, c'est de les enlever et de changer le dispositif de déclenchement de l'airbag, ou tout simplement de changer complètement les ceintures de sécurité. La première ceinture de sécurité à sortir est celle du siège conducteur avant, ce qui me rappelle que je dois nettoyer l'intérieur. Heureusement, mon père était là pour m'aider. C'est le boulon qu'on essaye d'atteindre. Le siège était ici. Pour y accéder, je peux maintenant retirer le tapis pour atteindre le boulon qui se trouve juste là. Comme on l'a vu, tout ce qui est fabriqué par Audi est difficile à démonter pour des amateurs comme nous. Regardez, regardez, ça c'est le rétracteur. Donc quand ça explose, ça tire la ceinture de sécurité vers l'intérieur, donc ça doit être remplacé.
ainsi que le tendeur de ceinture de sécurité qui est en fait à l'intérieur du mécanisme de la ceinture de sécurité. Maintenant, j'ai retiré la ceinture de sécurité avant, on passe aux ceintures de sécurité arrière. Et comme d'habitude chez Audi, on a dû démonter presque tout l'intérieur arrière, juste pour pouvoir accéder à la ceinture de sécurité. Tout ça pour retirer ça. Oh mon Dieu! Mais finalement, ils sont tous sortis. Mais au lieu de les remplacer, on a eu d'autres idées. Combien il y en a dans cette boîte? Eh bien, les ceintures de sécurité d'occasion coûtent 275 livres chacune. Donc ça nous fait 1200 livres. On va les envoyer en réparation. Mon père a donné les ceintures de sécurité à Danny, elles vont être expédiées et on espère les revoir plus tard. Toutes les ceintures sont sorties, l'intérieur est presque entièrement vidé. En attendant que les ceintures de sécurité reviennent, on peut passer à l'avant et commencer à remonter le tout. C'est parti. Nouvelles ailes. Bon, elles sont d'occasion. Et elles étaient grises. Mais elles ne sont pas tout à fait de la même couleur que la voiture, donc je pense que ça va pas le faire. Mais ce qu'on a dit, c'est que si on arrive à les adapter à la voiture, ou l'amener au carrossier, à les peindre et à les fondre dans la portière, je pense que ce sera notre meilleure option. On verra comment ça se passe, mais installons-les et on s'occupera du reste. En plus des ailes abîmées, les supports d'ailes sont aussi endommagés. J'ai donc des pièces de rechange pour ça aussi. Je vais d'abord les boulonner au châssis de la voiture, et une fois qu'ils seront en place, je pourrai commencer à installer l'aile. C'est là qu'on va voir si tout le boulot qu'on a fait sur le châssis de la voiture est bien fait. Parce que sinon, rien ne serait aligné. L'aile est fixée par des boulons sur le dessus à l'intérieur du passage de roue, et une fois que je les ai serrés du côté passager, il y a en fait une rondelle qui se trouve également à l'intérieur de l'aile. Je dois donc la mettre en place et la serrer avec un boulon. Et il y a un dernier boulon, qui est en quelque sorte à l'intérieur de la porte. Et voilà l'aile du côté passager installée, ainsi que celle côté conducteur. Mais vous pouvez voir clairement la différence de couleur. C'est assez différent. Prochaine étape, on met le capot. Pour mettre le capot, on doit remplacer ces charnières car elles sont toutes tordues. Allons-y. Comme on l'a appris au fil des années, si vous remplacez un capot qui a été endommagé, vous devez aussi probablement remplacer les charnières. Sinon, c'est toujours un cauchemar d'aligner le capot après. C'est un peu tordu. Voici le nouveau. Et voici l'ancien. T'es content maintenant? La charnière côté conducteur est bien plus abîmée que celle du côté passager. Mais là encore, il vaut mieux remplacer les deux. Elles se glissent ensuite en place et sont maintenues par deux boulons. Mais le truc c'est qu'avec les charnières, il y a plein de réglages à faire. Mais pour l'instant, on les met juste en position centrale et on les ajustera une fois qu'on aura mis le capot en place. Voici le capot. Le capot est encore une fois d'occasion. Il vient d'Eurospairs, où j'ai acheté la plupart des pièces pour cette voiture. Donc si vous avez besoin de pièces Lamborghini neuves ou d'occasion, pensez à aller jeter un œil chez Eurospairs. Le capot est en place, il faut encore l'ajuster, le déplacer un peu, il y a encore des trucs qui bougent, il faut les resserrer pour que tout soit parfait, mais comme l'aile est d'une couleur complètement différente que celle de la porte, et le capot est en fait pas mal, on doit faire correspondre l'aile au capot, et l'aile à la porte, ce qui nous oblige à pulvériser un peu. Donc, on va aller à l'atelier de carrosserie, mais avant ça, on doit remplacer ce pare-brise. On a décidé de faire d'une pierre deux coups, et de mettre le roue sur une remorque pour l'emmener au carrossier, et une fois là-bas, Screensaver pourrait changer leur pare-brise. Ils ont utilisé un genre de fil à découper le fromage pour enlever le pare-brise d'origine. Une fois qu'ils l'ont retiré, ils ont pu commencer à préparer la zone et à appliquer l'adhésif pour installer le nouveau pare-brise. On n'a trouvé aucun pare-brise de rechange. On a donc dû en acheter un Lamborghini d'origine qui n'était pas donné, mais parfois on n'a pas le choix. Maintenant que c'est installé, les gars du carrossier préparent les panneaux pour la peinture. Ils passent les deux ailes avant et les portent avec du papier abrasif fin, juste pour les rendre un peu plus rugueuses avant de les mettre dans la cabine de peinture. Une fois dans la cabine de peinture, ils ont masqué les ailes et les portes. Comme ça, on évite les projections de peinture sur les panneaux qu'on ne veut pas peindre. On essuie et on nettoie les panneaux une dernière fois, puis Chris va commencer à appliquer la peinture. Le gris est une couleur super difficile à assortir. Et le mieux à faire, c'est de vaporiser le panneau suivant. Une fois que quelques couches de gris ont été appliquées, on recouvre les deux panneaux d'une couche transparente. Et voilà, ça a déjà une bien meilleure allure. On la ramène à mon atelier et on continue la construction. Ceinture de sécurité. Oh non. De nouveaux explosifs. Ce sont nos ceintures de sécurité d'origine. Mais elles ont été réinitialisées par l'équipe chargée des airbags. Elles ont de nouveaux explosifs et je les ai fait tomber par terre, mais... elles ont l'air en bon état.
Elles ont un nouvel explosif à l'intérieur. Vous voyez, maintenant c'est plus éloigné, au lieu d'être tiré vers l'intérieur pour resserrer la ceinture de sécurité. Et pas seulement ça, mais aussi... Oh mon Dieu! On les a upgradés en orange. C'était une option. On les a upgradés en orange. Ça va aller avec tout l'orange à l'intérieur. Ça va être génial, non? En tout cas, c'est mieux que noir. Il reste plus qu'à les réinstaller. Pendant que je fais ça, mon père va monter les panneaux de porte et on pourra enfin finir l'intérieur et passer au reste de la voiture. On y va. Retour à l'intérieur avec son puzzle. D'abord, il y a les ceintures de sécurité arrière qui sont cachées derrière plein de garnitures intérieures. Une fois qu'elles sont en place, on peut remettre toutes les garnitures. Passons maintenant à la ceinture de sécurité avant. Je dois penser à brancher tous les connecteurs électriques à la ceinture de sécurité. Sinon, ça va me balancer encore plus de codes d'erreur. Puis glisser la ceinture de sécurité en place avec le tendeur. Ensuite, la ceinture de sécurité remonte le long du montant, se visse en haut et passe à travers cette pièce de garniture, qui a besoin d'être un peu nettoyée. Maintenant que les ceintures sont en place, je peux commencer à remonter l'arrière de la voiture. Les sièges arrière sont tellement encombrants et lourds. Je ne sais vraiment pas pourquoi, mais je sais qu'ils sont chauffants, et je pense aussi qu'ils sont climatisés, ce qui expliquerait en partie leur poids. Voici la banquette arrière installée. Maintenant passons au siège avant. Et encore une fois, plein de connecteurs électriques pour le siège, qui se branchent en dessous. Ensuite, un capuchon vient recouvrir, et on peut visser le tout. Et voilà, l'intérieur est terminé. Ok, l'intérieur est terminé. Maintenant, on doit tout croiser. Il n'y a plus de code d'erreur pour les airbags. Ça a représenté beaucoup de boulot. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, aucun. Je pense qu'on n'a aucun défaut. On en a deux. Message de bus données manquant et valeur d'erreur de bus de données reçues. Je sais pas à quoi ça correspond. Mais on en a beaucoup moins qu'avant. Ouais, il n'y a plus les ceintures de sécurité, les airbags, ni aucun autre problème de ce genre. On vient de recevoir un message indiquant que le bus de données est manquant, puis une erreur de valeur du bus de données. Je suppose que les deux sont liés. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais tant que le voyant de l'airbag n'est pas éteint sur le tableau de bord, et je pense que c'est le cas... Alors où est le voyant de l'airbag? Ah, il est là. C'est celui qui est jaune. Il est éteint. Et ça reste éteint. Je crois qu'on a réglé le problème. Je crois qu'on a vraiment réglé le problème. Yes! Ouais! On a vraiment réglé le problème. Si vous vous souvenez bien, la dernière fois qu'on a conduit la voiture, la suspension était vraiment chaoteuse. Elle rebondit beaucoup. C'est comme si la suspension avant ne fonctionnait pas du tout. Et si vous remarquez, l'avant est vraiment bas et la suspension arrière est super haute. Mais je crois que j'ai trouvé la solution. Cette voiture, comme la Rolls-Royce, est équipée d'une suspension pneumatique qui fonctionne grâce à des capteurs situés à chaque coin de la suspension. Et quelque chose me dit que les capteurs avant sont cassés, ou qu'on ne les a tout simplement pas branchés. Ce capteur ici est censé avoir une tige reliant cette pièce plastique à ce bras arrière. Et sans cette biellette, le capteur ne peut pas savoir si l'ourousse est trop haute ou trop basse. Et si le capteur ne le sait pas, l'ordinateur de la voiture ne le sait pas non plus. Et ça expliquerait pourquoi il n'y a pas d'air dans la suspension avant gauche. Pour le côté droit, on dirait que le capteur est complètement cassé. Je retire donc le capteur avec le support et je le remplace par un autre que j'ai trouvé sur eBay pour environ 14 livres sterling. Je crois qu'ils sont utilisés sur plein de modèles Audi différents. Et celui-ci vient du marché des pièces de rechange, donc j'espère qu'il fonctionnera. Non, ça pompe, ça pompe! Tu l'entends? Ouais, ça monte. C'est vrai? Ouais. Ça a marché. Ouais, c'est à niveau maintenant. On dirait que c'est encore une fois réussi. Prochaine étape. Le cauchemar de notre vie. On n'a pas encore de jambes hydrauliques de rechange, donc c'est notre support Lamborghini. Les phares. On n'a pas réussi à trouver les mêmes pièces avec le même numéro de référence pour cette voiture. Et maintenant, on a appris notre leçon, il faut toujours acheter des phares avec le même numéro de pièces que sur les voitures neuves. On a dû en racheter des neufs chez Lamborghini. 4800 livres chacun. Alors, on espère vraiment qu'ils fonctionnent et qu'ils éclairent tout le monde devant cette voiture, parce que leur prix est ridiculement astronomique.
Le nombre de phares qu'on a installés sur des voitures au fil des ans, et même si c'est le bon phare pour la voiture, n'a toujours pas marché. J'espère alors qu'on a retenu notre leçon. Ça a l'air vraiment bon. Ah, regardez ça! Essayons-les. C'est le moment de vérité. Ça doit marcher pour 4500 livres. Ouais, ça marche! J'en ai jamais douté! Regardez ça! Parfois, ça vaut le coup de payer un peu plus cher pour avoir la garantie que ça va vraiment marcher. Même si j'ai encore des doutes. Maintenant, passons au phare du côté conducteur. La voiture a l'air plutôt bien maintenant. Les deux phares fonctionnent comme ils devraient. Ça s'est étonnamment bien passé. Mais Venturi, on va pas faire un truc de dingue avec ça, on va pas modifier cette voiture de manière excessive. Parce qu'Anna aime les voitures d'origine. Mais écoutez, on a le contrôle pour l'instant. On a le contrôle. Et pour être honnête, la raison pour laquelle on a obtenu ça est en fait un peu ridicule. Donc, ça c'est la boîte à air de l'Urus. C'est le filtre à air là-bas. Il est posé sur le moteur, comme ça. Et puis, il y a des tuyaux qui relient le tout. Donc, on enlève ces tuyaux qui relient ça à ça. Ça ne va pas directement là. On n'a pas pu acheter ces tuyaux directement chez Lamborghini pour une raison quelconque. On a dû racheter tout ça neuf, ce qui nous a coûté plus de 500 livres. Ce qui est complètement ridicule, juste pour des tuyaux. Et puis, faire ces tuyaux sur mesure aurait coûté super cher parce que ce ne sont pas des tuyaux ovales, mais circulaires. Donc, il nous faut un outil spécial. Donc, je me suis dit que c'était plutôt l'occasion de faire une mise à niveau. Et j'ai jeté un œil au kit Venturi. Le kit d'induction. Et il semblait être livré avec ces tuyaux. Et si c'est pas le cas, alors on a complètement inversé la tendance. Espérons donc que ces tuyaux se trouvent dans ce kit d'induction. Ouais! Et c'était le cas. On a les tuyaux, c'est tout ce qu'il nous fallait. Et à côté des tuyaux, il y avait encore plus. Regardez ça! C'est de la fibre de carbone et d'autres trucs. Tu penses qu'elle va se rendre compte que c'est pas standard? J'ai installé ces kits d'induction Venturi sur la plupart de mes voitures. Et je peux vous garantir que premièrement, ils sont beaux. Et deuxièmement, ils apportent un supplément de puissance. En ce moment, je retire les tuyaux standards qui sont connectés au turbo. Parce que sur le kit Venturi, vous pouvez voir qu'ils ont un diamètre beaucoup plus large. Wow! Ça va augmenter le débit d'air dans ces turbos. Et bien sûr, plus on peut faire entrer d'air, plus on peut tirer de puissance du moteur. Ces tuyaux se fixent simplement au turbo, comme s'ils remplaçaient directement ceux d'origine. Et tous les flexibles s'y connectent, comme d'habitude. Les turbos droit et gauche sont identiques. Maintenant, on peut mettre les tuyaux dont on avait besoin au départ. Ensuite, je dois remettre le moteur cache d'origine avec le filtre à air, enlever le filtre à air d'origine du cache moteur, puis installer le système d'admission en carbone Venturi. Une fois que j'ai bien vissé ça de chaque côté, c'est le moment de passer au filtre à air. Ces énormes filtres à air coniques qui vont sûrement faire un bruit incroyable quand la voiture sera en pleine puissance. Avant de tout installer, on doit remettre cette barre de renfort, bien la serrer. Puis on pourra remettre le capot moteur avec les filtres à air Venturi à leur place d'origine, là où ils doivent être. Puis fixer les tuyaux en silicone à l'ensemble. Et voilà, on y est presque. Je suis en train d'installer les tuyaux d'admission qui acheminent l'air de l'extérieur vers la boîte à air. Et enfin, le cache moteur en carbone qui se clipse. Et voilà, c'est fini. Ça a l'air génial. Je pense que le capot va se fermer. Le cache moteur. Ah ouais. Ceci est un pare-choc d'occasion tout neuf. Mais malheureusement, il manque quelques pièces. On pensait pouvoir s'en sortir en achetant un pare-choc d'occasion, mais comme vous pouvez le voir, il manque pas mal de pièces. Les capteurs de stationnement, capteur radar, c'est pour suivre la voiture devant pour le régulateur de vitesse adaptif. Il devrait y avoir un capuchon pour recouvrir ses vis et tout le reste. C'est pas très joli. J'ai donc commandé ça, ça pourrait être installé après. Mais il y a aussi une caméra à l'avant. Mais ce n'est pas tout. Il y a ces modèles ici dans lesquels ces fiches doivent être branchées, je crois. Mais je crois que ces trucs servent à l'aide au changement de voie. Et il y en a un à gauche et un autre à droite.
Et quand une voiture vous dépasse sur l'autoroute et qu'elle est dans votre angle mort, ça vous dit qu'il y a une voiture là. Ne changez pas de voie et ça allume un voyant sur le tableau de bord. Mais je n'ai pas ça. Donc ce pare-choc devra être retiré à un moment donné, mais on va devoir le mettre maintenant parce que la prochaine étape nécessite un pare-choc, ce qui sera plus logique. Mais branchons ça maintenant, voyons à quoi ça ressemble, voyons comment ça s'aligne, et on verra ensuite. On aura l'impression que ce sera une voiture complète maintenant. Je pense qu'on pourrait installer ces capteurs de changement de voie sans enlever le pare-choc. Mais ce n'était pas notre problème pour le moment. Oh non. L'alignement l'était. Je reviens vers vous après les ajustements. Nous sommes quelques heures plus tard et je suis assez satisfait du résultat. Regardez ces lignes. Quelqu'un va dire « Ah, c'est pas correct », mais moi ça me va. Je ne vois pas Anna remarquer ça non plus. Je pense qu'elle va être super excitée par ça. Qui ne le serait pas, mais c'est génial. L'Urus ressemble enfin à une Urus maintenant. Et elle a beaucoup changé depuis qu'on l'a récupérée. Mais nous sommes loin d'avoir fini. Ça va devenir un petit peu bruyant, et Anna n'est pas encore au courant de ça non plus. Elle n'est pas au courant du kit d'induction, et elle n'est pas au courant de ce kit qu'on va installer qui n'a jamais été utilisé auparavant. C'est parti. Voici un kit carrosserie complet en carbone CT pour l'Urus, et il n'a jamais été monté sur une Urus auparavant. On va l'installer sur la voiture d'Anna. J'espère qu'elle va aimer, j'espère que ça ira. Commençons par ce que nous pensons être le plus dur. L'arrière. Bon, ça va être un peu dingue. Mais ce ne serait pas une Urus reconstruite si elle ressemblait à toutes les autres Urus sur la route. Commençons par un diffuseur arrière. Et ensuite, la partie inférieure du pare-choc. 3, 2, 1... Ouais! Et maintenant, on installe le diffuseur de carbone. Comme je l'ai dit, ce kit n'a jamais été installé sur une Urus auparavant. Nous sommes donc des cobayes, mais pour l'instant, tout se passe bien. Et on utilise tous les trous de boulon et les vis d'origine. Et ça a l'air plutôt bien. Ce nouveau kit a 2 spoilers. Il y en a un qui remplace celui-là, et l'autre, on va y revenir, mais on va commencer par remplacer celui-là, donc on doit enlever celui-ci d'abord. Allons-y. La première chose à faire, c'est d'enlever l'ancien spoiler. Oh! Je n'ose même pas imaginer combien a coûté ce spoiler, mais ce n'est pas grave parce qu'on ne s'en servira pas. Maintenant, on peut installer le spoiler en carbone CT avec un peu de colle Mansory pour le maintenir en place. Bon, on vient d'ajouter 80 kg d'appui aérodynamique. Mais il en faut encore plus! Ouais, plus d'appui aérodynamique. Il y a un deuxième aileron. Encore une fois, on utilise notre colle Mansory. Si ça leur convient, ça nous convient aussi. On met du Tiger Seal sur tous les points de jonction du spoiler, puis on pose ça par-dessus l'ancien spoiler. Et à mon avis, ça va bien avec la voiture. C'est là que ça devient intéressant. L'arrière est terminé, ça a l'air vraiment bien. Mais c'est un kit de carrosserie large. Ça veut dire que ça élargit la carrosserie. 30 mm plus large pour être précis. Et ça va aller comme ça. Juste là. Et ça, c'est assez large. Et puis on va continuer comme ça, et ainsi de suite. Tout le long de la voiture, et ça va donner une Urus bien plus large. Donc, on va installer ça, et on verra comment ça se passe. Cette pièce est essentielle, et si on l'installe mal, on va avoir un gros problème. L'Urus a déjà des extensions d'arche. Et ce kit se colle juste dessus. Donc en théorie, ça devrait être facile à installer. On ajoute notre colle Mansory pour que ça tienne bien. Ça devrait faire l'affaire. Et une fois que c'est appliqué, on doit juste s'assurer que je le place bien au bon endroit. Ensuite, on passe à la pièce suivante. Vas-y, ferme. Ouh! Je vais juste le maintenir avec un peu de ruban adhésif pour l'instant, le temps que ça sèche. Puis j'applique la colle sur la pièce suivante du kit. Et je la colle à l'endroit où je pense qu'elle doit aller. Jusqu'à maintenant, ce kit est vraiment facile à assembler. Ensuite, on descend vers la porte. Je dois m'assurer que c'est parfait, parce que sinon la porte ne s'ouvrira et ne fermera pas.
La porte s'ouvre, la porte se ferme. Du lourd. C'est vraiment du lourd, non? Ça a l'air dingue. Oh, elle a fait des squats. Elle a fait des squats. Ouais. Oh, mon Dieu. Passons maintenant aux jupes latérales. Ce ne serait pas une voiture large, si tout n'était pas large. Boum! Jupe latérale. Celle-ci se colle simplement sur le panneau de carrosserie. C'est simple, mais ça change complètement le look de la voiture. Où est celui à la banane? À gauche. Celle-là. Le café froid? Ouais, prenons-en au café. Prenons-en au café. Je veux pas de café. Bah, prends-en un à la banane. Tu sais quoi? J'ai jamais essayé le café Y-Food. Mais t'as jamais goûté le Y-Food au café? Non, parce que j'ai jamais pensé que le café froid pouvait être bon. Mais maintenant, je bois souvent du café froid. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais essayé. Si vous ne savez pas ce qu'est Y-Food, c'est une boisson qui remplace un repas. Ce n'est pas une boisson énergétique, ce n'est pas un shake protéiné, ce n'est pas une boisson minceur. C'est juste un remplacement de vos repas de la journée. Si vous êtes toujours en déplacement comme moi, et que vous n'avez pas le temps de préparer un repas sain ou de cuisiner, c'est le substitut de repas idéal. 34 grammes de protéines, 26 vitamines et minéraux, sans sucre ajouté. Le café froid va être bizarre pour moi, mais je sais pas. En fait, c'est super bon. Je déteste les bananes, mais c'est assez bon. c'est pour lui. Je bois du Y-Food depuis des années maintenant. Et comme je l'ai dit, c'est la boisson parfaite pour remplacer un repas. Il contient toutes les vitamines et tous les minéraux dont vous avez besoin dans un repas, mais sous la forme de milkshake. Maintenant, on doit mettre ça. Même si c'est pas peint, ça n'a pas d'importance parce qu'on va coller le kit de carrosserie Y par-dessus. Chaque bouteille de Y-Food contient 500 calories. C'est sans lactose, sans gluten et sans sucre ajouté, ce qui suffit pour vous rassasier jusqu'à votre prochain repas. C'est parfait pour les situations comme celle-ci, où on veut installer le kit, mais où on ne veut pas s'arrêter pour manger. Yo, de la bombe bébé! Maintenant, j'ai installé le côté droit du kit de carrosserie et je sais comment il s'adapte. Je pourrais complètement détruire l'ajustement du côté gauche du kit de carrosserie. Et c'était vraiment facile. On change de côté et on fait l'avant. Ce qui est cool avec Y-Food, c'est qu'on ne s'en lasse pas. Parce qu'il y a plein de saveurs différentes. Et vous pouvez essayer Y-Food dès aujourd'hui en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous et vous recevrez un pack dégustation avec une réduction grâce au code promo qui est affiché à l'écran en ce moment. Et vous pourrez trouver votre saveur préférée et me dire si vous vous sentez plus en forme qu'en mangeant un fast-food à midi. Et maintenant, on passe à la dernière pièce du kit, le séparateur avant. Quelle transformation! Regardez ça! En ce moment, je suis jaloux d'Anna parce que j'ai presque envie de ne pas aimer la voiture, parce que je l'aime vraiment beaucoup et qu'elle me correspond bien maintenant. Une Urus unique en son genre, ce kit n'a jamais été monté sur une Urus. Le code de réduction pour le carbone CT est affiché à l'écran si vous avez besoin de carbone. Mais cette voiture est presque terminée et les dernières étapes sont toujours les plus longues. Et c'est toujours comme ça. Mais parfois, il faut ralentir pour voir tout le chemin parcouru par cette voiture. Elle est vraiment magnifique. Et puis, pour pouvoir offrir cette voiture à Anna, à la fin de la construction, qui m'a accompagné tout au long de cette aventure, depuis le début, et m'a soutenu tout au long du chemin, c'est le moins que je puisse faire. Ce sont les derniers défauts qu'on a. Tous ces codes d'erreur restants sont maintenant juste liés aux capteurs qui manquaient sur le pare-choc avant, et à la caméra, et aux capteurs radar qui doivent être codés dans la voiture. À part ça, je pense qu'on est presque prêt. La bonne nouvelle, c'est que ça a été livré. La mauvaise, c'est que les roues gâchent complètement l'ambiance. Regardez ça, on les voit à peine. Je vois pas les roues. Non, donc avant de montrer ça à Anna, on doit s'occuper des roues. Je suis de retour, chez Wheelmania. Encore une fois. Vous savez que je viens ici pour toutes mes roues et mes pneus. Mais j'espère que cette fois-ci, ils pourront régler le problème de montage des roues sur l'Urus. Anna nous a déjà dit qu'elle aimait bien les jantes d'origine, donc on ne voulait pas trop s'en éloigner. Et je suis sûr que Wheelmania pourra nous conseiller. Monsieur Mansouri a demandé si tu pouvais venir, donc le voilà. J'adore Wheelmania. Ouais, je suis sûr qu'il a bien dit ça.
Mais voilà les roues. Oh ouais. Mais ça, elle va les aimer. HS. Voilà le truc, on voulait garder l'aspect d'origine, parce qu'on savait qu'elle aimait les roues d'origine, alors on voulait pas la décevoir en ne gardant pas les roues d'origine. Mais maintenant, on a un look un peu plus agressif. On a des détails subtils, comme ce détail-là. C'est pas la roue d'origine. Super. On a caché les boulons d'origine, ça lui donne un aspect... Oh ouais, c'est génial. Ouais, j'aime ça. C'est un petit détail artistique, je trouve. Oh ouais, génial. Le capuchon central recouvre complètement les boulons, c'est super. Bon, voyons ce que ça donne, et j'espère que ça ressemblera plus à ça quand ce sera sous les grandes arches. Je pense qu'elle va adorer. Elles ont toujours ce look standard, mais on espère que maintenant elles seront beaucoup mieux ajustées grâce aux petites touches supplémentaires, bien sûr. Et voilà, les roues sont installées. Ça a l'air vraiment bien. Ça a l'air complètement dingue. Encore une fois, merci à Wheelmania d'avoir mis la touche finale à la construction et au look. Ce sont toujours les roues qui font la différence. Et ces gars-là ne déçoivent jamais. Mais il reste une dernière chose à faire sur cette voiture. Le voyant du moteur est allumé sur le tableau de bord, donc cette voiture est en mode limp. Elle n'a pas toute sa puissance, parce qu'elle a un nouveau système d'échappement, bien sûr. Donc pour combiner le système d'échappement avec la voiture, donc ce qu'on doit faire, c'est régler la voiture pour qu'elle sache qu'elle a un échappement performant. Et on est pile au bon endroit pour le faire. Mallory Performance. Voyons ce que cette voiture a dans le ventre. Bon, c'est le moment de voir si tout le boulot qu'on a fait sur le moteur, l'avant, les radiateurs et tout ça est ok, parce que la voiture va être poussée à fond. Vitesse élevée, régime élevé, températures élevées. J'espère que tout va bien se passer. Et j'ai vraiment peur pour Anna. Elle va avoir une voiture super rapide. Elle est dans cette pièce là-bas, elle n'a encore pas vu la voiture, mais elle va bientôt l'entendre. D'abord, la puissance. On ne pense même pas que ça va atteindre la puissance de série, à cause du problème de mode limp. Première étape, essai en version standard. On ne sait pas où ça va nous mener. Ça devrait être 640, mais on est en mode limp. C'est parti, on y va! C'est super bruyant! Plus fort! 250 km/h! En 5e vitesse. Ok, voyons ce qu'on a. On ne sait pas si on est dans une phase de relâchement ou pas. C'est la voiture qu'Anna va utiliser quotidiennement. Et elle fait ce bruit. Comme une Land Rover. Ouais. Comme dans une Land Rover. Ouais, littéralement dans une Land Rover diesel de 3 litres contre un V8 turbo de 4 litres. Et les résultats, c'est 534 chevaux. Environ 100 chevaux de moins que ce qu'il devrait y avoir. Donc on est clairement en mode limp. Ouais, Phil l'a réglé. On espère que ça va marcher. Eh bien, ça a commencé. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a éliminé le problème d'échappement. Ouais, le problème d'échappement. Le problème vient de là. Maintenant, la voiture sait qu'elle a un meilleur échappement. Donc on espère maintenant obtenir au moins les chiffres d'origine. C'est l'heure du deuxième essai. Cette fois-ci, avec un morceau de basse dans la voiture. C'est très très bruyant et c'est effrayant. « 675 chevaux cette fois-ci. On est clairement sur la bonne voie. 675 ! 675 chevaux pour le premier essai. Phil doit encore faire quelques réglages. C'est bon. Combien de puissance peut-on tirer de cette rousse ? Wow ! Et voilà les résultats. Oh ouais, qu'est-ce que ça dit? J'arrive pas à lire. J'ai pas mes lunettes. 707. 707 chevaux et 1019 Nm. Et 19 Nm couple. J'ai juste enlevé un peu de partie supérieure et ajouté un peu de haut pour finir. C'est logique, ça fait 700. Bien joué, Phil. Voilà, c'est fait. 707 chevaux et plus de 1000 Nm de couple. Sur ce, je pense qu'il est temps
qu'Anna découvre la voiture. Elle est enfin terminée. D'une Audi TT. Ouais, Jusqu'à maintenant, Lamborghini Urus, unique en son genre. je ne pense pas qu'on puisse faire mieux. C'est une pièce unique. C'est un test pour voir si tu me connais vraiment bien. T'es prête à voir ça? Voilà. Il y a mes initiales dessus. Je suis trop contente. Ça a l'air bien. Ceinture orange? Je crois qu'elle aime bien. Ah ouais. Ah ok, est-ce que je peux rentrer? Ouais, tu veux voir tes roues? J'aime bien les roues. J'ai jamais rien eu avec mes initiales. Mes initiales sont nulles comparées aux tiennes. Je trouve que c'est plutôt pas mal. T'es contente? Je suis très contente. Elle est ensuite sortie pour faire un premier essai afin de tester ses nouveaux 700 chevaux au quotidien. Oh mon Dieu! On a Oh failli mon Dieu, s'envoler! est-ce que t'as vu ça? Ouais, ça a fait ça! Oh mon Dieu, Elle est pas mal, non? je l'aime beaucoup. Eh bien, je suis content qu'Anna aime cette voiture. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et donnez-moi un like et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Peace out. T'as des bonbons au vin? T'as pas de bonbons au vin? Non, mais il y en a un ici. Bah tu peux pas manger ça, voyons. Tu vas le manger? Oh, j'arrive pas à croire que tu l'aies mangé. Like a drug that I just can't deny.